Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. Sous la poussière, au sommeil des merveilles qui veillent, songe au passé, l'enfance en face à la France, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la guerre. Mon enfant, c'est bien mort maintenant. Les photos de là-bas en noir et blanc, mon visage boursouflé, les yeux gonflés par la piqûre des guêpes que j'avais dérangées en remontant la dune qui menait à la plage. Coquillage rose chair au sourire de grand-mère, en y collant l'oreille, on entendait la mer. Carte postale de mon père, ma chérie que j'aime tant, embrasse les enfants. Je pense à eux, souvent, sous la poussière, se retiennent les soupirs, empire de ce pays où je suis né, à peine grandi, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la guerre. Mon enfant, c'est bien morte maintenant. Cerf-volant jaune et noir dans un ciel sans nuages, signant celluloïde, plein de petits œufs de Pâques, balançoire fin d'après-midi, les yeux clos au soleil, mille éclats de lumière sous mes paupières. Le menu de Noël, bougies, sapin, cadeau, bonne fête papa que j'aime pour toi, maman d'amour. Mes dessins d'autrefois, ils sont tous encore là. Je les prends en photo avant de les jeter sous la poussière. Mes rêves éparpillés, pillés dans cette maison qu'il faut vider comme celle naguère, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la guerre. Mon enfant, c'est bien morte maintenant. Dans la maison figée, on a pris le plumeau, la poussière a volé et sont tombés les mythes. En gros vers blanc prêts à dévorer ce qui reste, les traces de guerre ancienne, les lettres d'inconnus. Sous la poussière me reviennent les sourires, les rires de Papy Jacques, oncle et cousine, toute la malade au-delà de la mer, au-delà mer et père. Adieu Vat, mon enfance, mais je garde de vous tous quelques grains de poussière. Mais je garde de vous tous quelques grains de poussière. Merci. Et
Oui, ben, ma foi, c'est la première fois ce soir que nous écoutons du live sur ce podcast et ça fait bien plaisir. Alors, ce n'est pas un live où j'ai été présente, mais en tout cas, c'est des enregistrements live que nous avons de notre cher chanteur cheval, Christo. Pour les intimes, on va dire ça comme ça. Christo, c'est quelqu'un que j'ai connu grâce à l'inénarrable Francis Couturier, que vous avez déjà découvert il y a quelques semaines de cela. Et c'est un grand monsieur, un grand musicien qui fait des très beaux ateliers d'écriture et qui se représente assez souvent sur des scènes parisiennes, tout seul ou à plusieurs d'entre lui-même ou à plusieurs d'entre autres. Et c'est toujours avec une très chouette énergie qui nous embarque dans ses mélodies et dans ses textes. Christo, tu nous parles un peu de toi, du chanteur cheval, de ton parcours, s'il te plaît? Bonjour à tous les auditrices et auditeurs de ce podcast de la Marquise. Et merci à elle de m'avoir demandé de participer. Donc, comment suis-je venu à faire de la musique? Eh bien, je pourrais passer beaucoup de temps à cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'étais pas du tout dans un environnement favorable. Par le sens où, près de moi, quand j'étais tout petit, personne ne faisait de la musique. Il n'y avait pas d'instrument de musique là où j'habitais. Ni mes parents ni mes sœurs n'en faisaient. Les personnes que je pouvais connaître en dehors n'en faisaient pas. Voilà, rien. Donc, j'ai été exposé pour la première fois à des instruments de musique quand je devais avoir 9 ans, parce que on a été chez une grande tante qui avait des instruments chez elle. On n'y avait pas été avant, parce qu'elle habitait loin. Et tout d'un coup, je me dis, waouh, c'est quoi ça? Et je les ai pris, j'ai fait des sons en grattant les cordes. Elle avait des mandolines, des guitares. Et elle en avait 5, 6, 7, 8. Elles avaient plus toutes les cordes. C'était des accordés, mais parce qu'en fait, elle les avait parce qu'elle avait pris des cours de musique à un moment. Mais elle était amoureuse en fait du prof, mais la musique, elle s'en fichait un peu. Et je l'ai jamais entendu en jouer, quoi. Elle s'en occupait pas. Mais ça a déclenché mon amour des instruments à cordes, je pense, et c'est pour ça que je continue avec ma guitare. Puis, pareil, quelques années, enfin 2 ans, je tombe chez mon nouveau grand-père, en quelque sorte, puisque ma grand-mère était veuve assez rapidement et elle s'est remariée en fait à 70 ans avec ce vieux monsieur qui avait un grand appartement et un piano dedans. Il n'en jouait pas. D'ailleurs, il était déjà bien sourd. Et il me laissait en jouer. Et là, je faisais, waouh, n'importe quoi. Enfin, pas vraiment n'importe quoi, puisque je reproduisais les airs que j'entendais à la messe. Et c'est là où il y a cette magie, ce sens peut-être de la mélodie, cette accroche, enfin, cette appétence pour la mélodie. Parce que j'avais remarqué que en ne tapant que sur les touches noires du piano, ça le faisait pour faire les mélodies entendues à l'église. Et c'est vrai que dans les chants religieux, il y a beaucoup de gammes pentatoniques. Voilà. Et ça, je l'ai compris des dizaines et des dizaines d'années plus tard, quoi. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans la musique, c'est ce, ce continuum, cette avancée progressive dans de plus en plus de compréhension, mais l'envie et l'amour est toujours là pour cette matière sonore, les mélodies. Puis je me suis mis à consommer, à écouter beaucoup de musique classique. Et j'étais toujours à la recherche de la mélodie, la musique légère, les, les Mozart, la petite musique de nuit,
les Maisons Longchamp, enfin bon. Mais je suis tombé amoureux après, vers 17 ans, de Jean-Sébastien Bach. Alors là, ouais, ça m'a, je sais pas, il y avait dans Jean-Sébastien Bach des mélodies, quelque chose que je trouvais pas ailleurs. Je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai avalé, écouté, enregistré le clavecin bien tempéré. C'est plutôt austère, mais en fait, j'adorais. Il y avait des mélodies là-dedans, des petits bouts de mélodies qui me transportaient. Et puis après, un an et demi après, un ami en terminale. Ouais, bon, j'étais pas très, très ouvert. Me fait fait découvrir le bon vieux rock, le rock dur. Bon, commençant par les Rolling Stones, tout ça, et 10 Years After, il aimait beaucoup 10 Years After. Et je me dis, waouh, c'est pas différent. Et de Bach, d'ailleurs, il aimait beaucoup aussi la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Et je me dis, il y a une énergie dans Bach qu'on retrouve dans le rock. Et surtout, il y a ce travail que Bach a fait sur les tonalités qui sert depuis donc maintenant à tout le monde qui fait de la musique se sert de ça. Bon, à part ceux qui font la musique contemporaine de 1900, les dodécaphonies, etc. Voilà, donc la musique, c'est un immense champ à explorer, quoi. Et j'en suis pas sorti, et j'adore ça. Et la chanson, c'est la musique, mais c'est aussi des mots. Donc, en parallèle, j'écrivais pour... mes premiers écrits, c'est pour me souvenir de mes rêves. Je faisais des rêves qui étaient charmants avec des temples grecs dans des prairies verdoyantes, des gens qui se baladaient, enfin, je sais pas, un délire comme ça. Et je voulais retrouver cette sensation, j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis, le déclencheur vraiment pour mettre des mots et avoir envie de chanter, après avoir déjà quand même rencontré Brassens, Brel, par le biais de leur disque bien sûr, c'est le chagrin d'amour, quoi. Le chagrin d'amour est très très bon pour écrire des chansons tristes. Je suis goutte d'eau et toi tu es le vase. Je suis grain de sable, tu te prends pour clepsydre. Clepsydre, c'est dur à dire. Clepsydre. Tu connais clepsydre, Nathaniel? Clepsydre. Je connaissais l'objet, mais. Hein? Je connaissais l'objet. Et alors, c'est quoi comme objet? C'est un sablier avec de l'eau. Donc Oui, bah donc voilà. Oui, voilà, un sablier. Il fallait pas lui demander aussi. Voilà, quelque chose avec de l'eau qui donne le temps comme un sablier. C'est pour ça que je suis grain de sable et tu te prends pour clepsydre. Ça veut dire qu'il y a un truc qui... Bon. Je suis la brindille et toi tu es la flamme. Je suis l'allumette et toi tu es le mèche. Toi et moi, nos émois en éclat de combat dans un jeu de clash-clash sans médaille. Je suis l'étincelle et toi tu sens la poudre. Je suis l'éléphant dans ta vie porcelaine. Je suis le glaçon, tu es l'huile en fusion. Et quand je prends feu, te voilà, tabulaire. Toi et moi, nos émois en éclairs de combat
moi. Ah, je me trompe toujours là. Attendez, bougez pas. Toi et moi, non, branle-bas, voilà, c'est ça, c'est branle-bas que j'avais du mal à dire. Toi et moi, nous et moi, on rentre pas de combat dans un jeu de clash-clash. Sans médaille. La dispute, ça remue. Je suis la boussole perdue sur ton épaule. Quand je montre mon aiguille, tu en fais tout un foin. Parlons pas de l'anguille qui languit sous ta robe. Je suis le clairon et toi qui cavales ris. Toi et moi, nous et moi, on prend pas de combat dans un jeu de clash-clash sans médaille. Oh, il faut savoir terminer une dispute, hein. Allez. Ciao. Eh bien, encore un live, et cette fois-ci, et ben, ma foi, j'y étais, puisque il s'agit du dernier salon de la Marquise que tu as fait avec les Tiamo. Les Tiamo, c'est un petit regroupement de chouettes artistes, dont toi, bien sûr, notre ami Francis Couturier, que l'on connaît bien, Dominique Bloch et Tigna Nguyen, qui, voilà, vous êtes tous les quatre assez magiques hein, sur scène, mélange de comédie, de petites ballades, de clins d'œil, de poésie, beaucoup de poésie, et c'est toujours des très chouettes moments que de vous recevoir tous les quatre ensemble, et ça fait bien plaisir de réavoir un petit extrait de cette ambiance. Mais dis-moi, Christo, ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? Raconte-nous tout. Où est-ce qu'on peut aller te voir? Où est-ce qu'on peut aller t'écouter? Où est-ce qu'on peut aller t'entendre? Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Je ne suis pas sûre. Sur mon actualité, grande première, pour moi, je participe à un festival à la rentrée en septembre. Car depuis que j'ai repris le flambeau, et que j'ai découvert un peu les différents lieux, j'ai découvert aussi cette notion de festival qui existe un peu partout en France. Mais malheureusement, je trouve très peu sur Paris intramuros principalement. Et voilà. Donc là, suite à notre demande, on a été accepté pour participer à une scène ouverte au festival Les Festi-Piaf. 2 jours de chansons les 12 et 13 septembre sous les arbres et le chapiteau en Eure-et-Loire. C'est tout près de Charbonnières, un petit village qui est pile poil entre Chartres et Le Mans. Et je jouerai 40 minutes le samedi 13 septembre entre 13h20 et 14h en duo avec Valentina Milano qui est au chant et ukulélé. C'est un duo qu'on a monté, Valentina et moi, il y a à peu près un an. En fait, on s'est rencontrés. En fait, je l'ai vue via les réseaux. J'ai vu une vidéo d'elle. Elle est passée dans un petit lieu. Et je trouvais que c'est quelqu'un qui dégageait à la fois de l'énergie et de la sensibilité. J'ai eu envie de la voir en vrai. Et puis progressivement, voilà, il y a une sorte d'intérêt réciproque qui s'est créé. Puis est venue l'idée de faire un vrai duo, c'est-à-dire ce que j'appelle un vrai duo, c'est-à-dire que de chanter des chansons vraiment à deux, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui accompagne l'autre, puis vice versa, ou
quelqu'un qui fait des petits chœurs sur les chansons. Bon, c'est de faire des chansons vraiment à deux et un peu théâtralisées. Voilà. Alors les échos concernant ce qu'on fait, c'est vous êtes bien perché, bien barré. C'est sympathique, ça donne la pêche, ça donne le sourire, tout en conservant des thèmes parfois bien sombres, mais on le fait d'une manière qui elle, n'est pas sombre. C'est ça un peu la spécificité. Voilà, donc pour le 13 septembre, il va falloir d'ailleurs que je prépare, que j'apprenne par cœur les textes. Alors ensuite, sur septembre, j'ai du 14 au 28, c'est le dernier séminaire à la SACEM animé par Claude Lemel, c'est-à-dire c'est un atelier d'écriture. Claude Lemel est un parolier qui a travaillé avec Jodassin, avec Carlos, avec Serge Gianni, avec Gilbert Bécaud, avec tout le monde. Bon. Il a été président de la SACEM à un moment. Enfin, c'est une personnalité du monde de la chanson qui connaît un peu tout le monde et qui a décidé, il y a déjà une vingtaine d'années, sinon plus, de transmettre ce qu'il avait appris, c'est-à-dire écrire une chanson. Il a composé un petit peu, hein, mais c'est vraiment l'écriture qui est son cœur de compétence, l'écriture de chansons, de le transmettre voilà, à des petits groupes, de façon gratuite. C'est à mentionner parce que et donc là, voilà, grâce à des amis qui m'ont incité à participer à ces ateliers. Je lui ai envoyé 3 textes de chansons. Bon, il m'a dit OK, c'est bon. Et voilà, donc j'ai intégré ça il y a 4 ans. Et là, il a 80 ans cette année, en octobre, et donc il a décidé d'arrêter. Pour l'anecdote, lui-même a été au petit conservatoire de Mireille. C'est là où il a fait ses classes. Sur YouTube, il y a des extraits vidéo où on le voit chanter à 20 ans ses chansons, c'est touchant, avec Mireille. Et voilà, il a dit Mireille, elle a continué un petit peu trop tard. Et c'était pas forcément très valorisant pour elle. Donc lui, il a dit j'arrête. Voilà, donc ces séminaires, c'est des moments dans les locaux de la SACEM, ça, voilà, ça, ça en impose quoi. Et, alors, pour octobre-novembre, j'ai un projet en construction au chantier. Le chantier, c'est un lieu que Francis Couturier connaît bien, puisqu'il a participé à des spectacles que j'organise qui s'appelaient les concerts à thème du chanteur cheval. Et là, l'idée, c'est et puis on a fait aussi des représentations Tiamo au chantier. C'est dans le 14e arrondissement. Et c'est un ancien atelier de sculpture qui a été transformé en petite salle de concert, 50aine de places, 60aine. Et là, donc, ça serait un nouveau concept qui serait un petit peu dans l'idée des papous dans la tête. Les papous dans la tête, pour ceux qui ne connaissent pas France Culture, c'était des écrivains qui étaient invités à participer à des jeux de lettres avec des contraintes tirées de l'Oulipo. Et donc il faisait ça en direct. Il devait concevoir des textes par petits groupes et c'était en public parce que c'était délicieux d'aller voir commenter puis lire après leur travail. Et là, l'idée, ça serait un petit peu de faire ça au niveau de la chanson, en fait. C'est-à-dire demander à un petit groupe d'auteurs-compositeurs
interprète de faire des chansons comme ça avec des contraintes dans le temps du spectacle et de convier donc un public à y participer. D'abord simplement en tant que personne qui regarde, qui applaudissent, mais qui peuvent aussi donner des mots qui devront être utilisés, etc. Voilà, voilà. Quand je serai mort, je serai encore dans la grande chambre du monde où cet enfant suprême s'amusera à confectionner comme jeu de Lego avec mes petits bouts d'homme, avec mes petits atomes, avec un bout de ma main, le museau d'un lapin, avec un bout de mon nez, le pétale d'une rose, avec un bout de mon crâne, le caillou du chemin. Quand je serai mort, je serai encore chaque morceau de moi sur terre éparpillé, avec pour seul souvenir le signe du destin qui me permettra un jour de revenir du museau d'un lapin. Elle reviendra ma main du pétale d'une rose. Il reviendra mon nez du caillou du chemin. Il reviendra mon crâne. Yo 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 yo. Quand je serai mort, je serai encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Allez, dors bien, la vie n'est qu'un rêve. Eh bien, tout un programme, j'ai envie de dire. Merci pour les éclairages de ton parcours et puis l'éclairage de toutes ces jolies petites scènes et ces festivals que tu vas habiter avec ta musique particulière et avec tes collaborations toujours très riches. Dis-moi Christo, on va arriver au moment des petites questions et on va commencer par ton ou tes mots préférés si tu veux bien. Mon ou mes mots préférés. Je ferai une petite remarque. C'est que le mot préféré n'est pas du tout un mot que j'apprécie. Ça renvoie à des choses pas drôles, on préfère un tel à un tel, des choses de hiérarchie, etc. Voilà. Donc, et puis,
j'en arrive à me dire que j'ai pas de chanteur préféré, j'ai pas de musique préférée, j'ai pas de... Non, il y a des moments où j'ai envie de tel style musical, d'autres moments où j'ai envie de lire tel type euh, de poésie, voilà quoi. Parce que on n'est pas monolithique. Mais je vais répondre à la question de la marquise et en réfléchissant, parce que bon, le problème d'une question, c'est que ça fait réfléchir, je me suis dit qu'il y a un mot que j'aime particulièrement partout ce qu'il développe, c'est le mot pourquoi. J'adore dire pourquoi, j'adore poser des questions. On dit que c'est enfantin, mais je continue à avoir cette curiosité. Je pose des questions parce que je me les pose vraiment à moi et puis je les pose aux autres qui peuvent peut-être m'aider à répondre. Voilà. Je me dis qu'il n'y a pas de questions interdites. Voilà. Tout devrait être questionnable. Et souvent les gens disent mais c'est pas comparable. Mais pourquoi on fait ça à un tel et pas à tel autre? Je sais pas. Mais c'est pas comparable. Je dis tout peut être comparable, tout peut être questionnable. Pas de frontières à la pensée, à l'interrogation, à la réflexion. J'ai un autre mot préféré, entre guillemets, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. C'est le mot fortuit. Fortuit. F-O-R-T-U-I-T. C'est dit pas joli. Ce mot vient du latin fortuitus, qui veut dire accidentel. Voilà. Il se trouve que le hasard est un concept qui a accompagné ma vie non artistique, on va dire, ma vie professionnelle, car j'ai été formateur pour adultes, donc jeunes adultes ou adultes plus avancés, plus mûrs, notamment dans des domaines liés aux enquêtes de marché, mais aussi aux méthodes quantitatives en général. Et donc le hasard est central là-dedans. Et donc j'ai beaucoup gagné ma vie grâce au fait que le hasard existe, que il y a des gens comme Blaise Pascal, comme Gauss, le mathématicien Gauss, etc., et contribué à établir des lois du hasard qu'utilisent maintenant les sociétés d'assurance, les banquiers, la Française des Jeux, tous les patrons de casinos, etc., pour gagner des sous. Voilà, donc le hasard, je trouve ça très intéressant comme notion, pas simple, et malheureusement, je trouve que le mot hasard est jeté dans le caniveau et moqué avec ceux qui disent il n'y a pas de hasard. Affirmation, il n'y a pas de hasard. Voilà. Oh. Ou en y mettant le ton, tu sais, genre ironie là, avec les guillemets et tout, comme par hasard. Ah oui, il y a ça qui est arrivé, comme par hasard. Voulant dire, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, le fait de nier le hasard et tout ce qui va avec, ça m'amuse parce que ces gens n'ont aucune connaissance de ce que peut être cette notion de hasard. Je ne prétends pas connaître intimement le hasard, ce qu'on appelle le hasard,
qui porte comme nom l'aléa ou random pour les anglo-saxons, stochastique pour les mathématiciens, dans un autre sens un peu plus économique et élaboré, conjoncturel. Et donc il y a ce mot de fortuit que je trouve très gracieux. Voilà, c'est fortuit. Voilà. Et c'est vrai que même quand il y a une partie qui n'est pas par hasard, l'autre va l'être. Par exemple, quelqu'un qui roule sur l'autoroute à contresens, il est bourré, il a 5 grammes d'alcool dans le sang, il s'est pris un rail de cocaïne, voilà, et il roule dans l'autoroute à contresens. Le fait qu'il y ait un accident n'est pas dû là vraiment au hasard. Mais par contre, la personne avec qui il va s'emboutir, pour elle, là, on est plus dans le domaine, malheureusement pour lui, du fortuit. Voilà. C'est circonstance fortuite. Donc voilà, j'aimerais faire des chansons fortuites de Schubert. C'était ma petite blague. Une petite truite du hasard en quelque sorte. Eh bien d'accord pour pourquoi et d'accord pour fortuit et fortuitement pourquoi pas. Et vu qu'on en est arrivé là, est-ce qu'il y aura du poisson? On se pose la question. À ton banquet. Alors ce petit banquet, ce repas imaginé avec des êtres présents encore ou non sur notre planète, comment serait-il ce petit repas? Que mangeriez-vous? Que buveriez-vous? Et surtout, avec qui tu aimerais manger, Christo? Et de quoi aimerais-tu parler? Parce que je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Avec qui passer un repas? Ah, j'aimerais bien, avec un traducteur de langue bien sûr, passer un repas avec Socrate. Le bonhomme m'a impressionné quand j'avais 16-17 ans. Bon, c'est Platon qui raconte, mais on peut lui faire confiance. J'avais même fait un petit plagiat d'un dialogue. Socrate, c'est sa méthode. Je trouvais génial quand même. Poser des questions à quelqu'un qui affirme des choses, un cuistre qui affirme. Et progressivement, rien que par des questions, le mec change de vie. Et à la fin, il est d'accord avec ce que Socrate voulait dire. Ça s'appelle la maïeutique, l'accouchement. D'ailleurs, les hommes qui accouchent s'appellent non pas des sages hommes, mais des maïeuticiens. Voilà, donc un repas avec Socrate, ça serait quand même bien intéressant. Parce que j'aimerais bien le voir à l'heure. Bon, promis, il n'y aura pas de ciguë, on dit, à la fin du repas. Puis je rajouterai un convive aussi qui est Montaigne. J'aime bien également le bonhomme. Il a l'air de pas se prendre au sérieux, de parler la langue de tout le monde, de pas faire l'intello, mais en même temps qui cache rien, qui dit tout, qui n'a pas peur de passer pour un pleutre ou qui se la joue pas, qui est l'honnêteté intellectuelle même pour moi, Montaigne. Quelqu'un d'accessible. Il y en a un qui me fascine beaucoup aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux, et c'est Marc Aurèle. Alors lui, waouh. Un homme d'action, un homme de réflexion, un homme de bon sens, un homme de cœur. Waouh. Voilà. Ah ouais, c'est pas forcément des rigolos, mais non, si,
C'est des gens sympas, je pense. Et puis qui d'autre? Ah, il manque un personnage féminin. Et là, j'aimerais bien convier une certaine marquise à ce repas aussi pour converser avec Socrate, Montaigne et Marc Aurèle. Elle pose des questions très intéressantes, elle a une énergie complètement démentielle. Voilà, donc j'aimerais bien convier la marquise à ce repas afin aussi d'échanger un petit peu avec elle parce qu'on s'est vu 2 fois et on s'est pas dit beaucoup de mots parce que beaucoup de monde autour de nous, c'était pour les concerts qu'elle organisait chez elle avec le groupe Diamo. Voilà, donc ça serait bien qu'elle soit là aussi. Si elle veut venir, hein, bien sûr. Oh bah chouette, un repas, avec plaisir, je viendrai d'autant plus que entre Socrate et Aurèle, il y aurait beaucoup de choses à dire, et je serais enfin contente d'entendre par la bouche même de Socrate la philosophie de Socrate et non pas la version quelque peu éventée de Monsieur Platon. Mais là, il y a un sujet à discussion. On va rester sur notre dernière petite question, ma préférée, Christo. Je suis sûre que tu vas l'aimer aussi, celle-ci. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Ce que j'aime ne rien faire. Ah oui, d'accord. Merci, la marquise. Eh bien, j'aime ne rien penser. Et j'aime ne rien penser parce que je n'y arrive pas. Donc j'aime bien faire ce que je ne sais pas faire. Je pense sans arrêt. Sauf quand je parle. Même quand je chante, je pense parce que je vois les gens suivre le rythme ou sourire ou au contraire faire la gueule. Bon, voilà. J'ai toujours sous la main un dictaphone, un papier crayon pour noter une idée que je trouve sympa ou un truc qui pourrait servir pour une chanson, une histoire. J'ai des bouts comme ça un peu partout que je collecte après dans des cahiers. Enfin, c'est l'horreur. Alors, il y a des moments où je peux être calme, détendu, même si je fais un peu de yoga, d'étirement. Que je me concentre sur mes tensions musculaires, la respiration. Que je sens venir des petites crampes, que je les laisse s'installer, filer, pour jouer avec les fascias. Et j'aime pas de musique, pas de radio pour me divertir. Et tout d'un coup, je vais entendre dans ma tête une petite voix qui va dire « Hey, t'as vu là, tu penses à rien. C'est cool, non? Il faut noter pourquoi tu penses à rien à ce moment-là. » Voilà. Voilà pourquoi je dis que j'aimerais tellement ne rien penser. Mais j'ai beaucoup de mal. Et ouais, j'ai lu une fois que j'avais écrit d'ailleurs sur un carton où je notais les idées. 70 000 pensées par jour. Quelqu'un avait dû calculer qu'on pouvait produire 70 000 pensées par jour. Je ne sais pas comment le calcul a été fait, mais je trouvais ça impressionnant. Donc si vraiment j'arrivais à ne rien penser, je serais content. Et j'essaye de le faire. J'essaye. Mais avec les questions de la marquise, j'ai du mal. Que jamais ne s'arrête cette course en avant. Sensation de vertige, vue de la plage arrière. Je vois s'éloigner là où je suis né.
ramasser, ressasser, polisser cette pierre dans ma pomme, dit la nuit où j'ai fui. Si j'avais su, bien sûr, j'aurais connu ta peau. Mes moments mémorables sont des cailloux de sang, aux arrondis vermeils dont l'ovale m'émerveille. Le frottement du temps adoucit les erreurs. Si j'avais su, bien sûr, j'aurais gardé ton cœur. Que jamais ne s'arrête cette course en avant. Sensation de vertige, une fuite en arrière. Je vois s'éloigner là où je suis. Je suis la plage, j'attends la vague. Ce millier de galets, c'est ma vie en éclats. Des fragments de fortune comme tombés de la lune. Chacun à sa manière me raconte mon histoire. Si j'avais su, bien sûr, j'aurais atteint l'étoile. Je m'arrange des mélanges et tant pis pour la quête. Ces pierres me protègent empêchant le ressac de briser les remparts de mon fort intérieur. Comme des citrons bien mûrs, ils tomberont tout seuls. Si jamais ne s'arrête cette course en moi-même, sensation de vertige et la suite en poussière. Je vois s'approcher la fin de journée. Voilà venir la dernière vague avant la tombée de la nuit, avant la tombée de la nuit. Eh bien, merci Christo, le chanteur cheval, pour
ce petit parcours dans ton univers plus qu'éclectique et tout du moins réfléchi, presque trop si on comprend bien le petit combat sourd qui a lieu entre tes pensées et ton envie de ne pas penser. En tout cas, nous, on te remercie de nous avoir mis tes pensées en musique et ta musique dans les oreilles. Ça va être l'heure de la lettre d'amour. Cette fois, elle est signée Nadia et je vous la lis. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. C'est cliché, n'est-ce pas? Tous les mots sont clichés parce qu'ils ne renferment pas l'essence de ce que je ressens pour toi. Mon cœur parle avec un autre langage, un langage qui n'a ni mots ni son. C'est plutôt comme une musique inconnue des oreilles des terriens. Et oui, ces terriens qui recherchent à comprendre et à nommer ce que je ressens pour toi, mon tendre amour. Je crois que je t'ai attendu toute ma vie sans vraiment attendre, car telle la foudre, tu m'es tombé dessus, ou plutôt tu as fendu mon cœur qui se cachait des orages de la vie. Mon petit cœur blessé, caché comme un animal que l'on a maltraité, tapis dans le noir. Et pourtant, tu as réussi à le toucher, alors seras-tu l'amour de ma vie? Seule la mort, destination finale sur cette planète, me le révélera. Mais je sais que tant que je respire d'amour pour toi. Je voudrais juste te dire merci, 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 merci. Tu as réparé mon cœur abîmé en y semant une graine que l'on appelle amour. Et juste pour cela, je te dirai encore, tu es l'amour de ma vie. Et voilà, c'était notre lettre d'amour de cette semaine. Et comme vous le savez, nous n'avons pas l'espèce de poète ce soir, nous avons l'autre espèce de poète ce soir pour cette toute dernière des radios marquises de cet été. Alors pourquoi je dis la toute dernière? Parce que la rentrée arrive et comme tout le monde à la rentrée, votre petite marquise va être quelque peu occupée. Aussi, à la fin de ce podcast-là, je vous donne rendez-vous pour les vacances d'automne, oui, en plein Shaymen, en plein Halloween, en plein Toussaint, en espérant que nous ne tousserons pas trop. Et puis je vous remercie d'avoir passé cet incroyable moment estival en notre compagnie, aux artistes et à moi. Et j'espère vous revoir très vite. Des bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le Caninus immortalitus, une espèce très rare de chien immortel que l'on peut voir dans le podcast 9. Aussi, le Caninus immortalitus ressemble beaucoup au bouvier bernois. Bon, revenons à peu près au sujet principal. Le Caninus immortalitus, comme son nom l'indique, ne meurt jamais. Dans son nom français, chien immortel. Bien sûr, le chien qui, entre guillemets, du coup, meurt dans le podcast 9 est bien sûr une de ces rares espèces qu'on l'on trouve que dans les volcans qui se sont refermés. Et par volcan, je veux dire dans le cratère. Bref, sur ce, j'aimerais bien vous en dire plus, mais c'est quasiment à la fin de la minute, alors au revoir. C'était Radio Marquise et on vous souhaite de très jolis rêves.